Bonjour, je m'appelle Yara, j'ai 68 ans et je suis journaliste. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelque chose que j'ai gardé en silence pendant plus de 3 décennies. Il y a 34 ans, quand j'avais seulement 34 ans, j'ai vécu une expérience qui a complètement changé ma perception de la vie et de la mort. Je suis morte. Oui, je suis morte pendant une procédure médicale de routine et je suis allée dans un endroit que je n'aurais jamais imaginé exister. Ce que je vais raconter n'est pas un rêve, ce n'est pas le fruit de mon imagination. Chaque détail reste vivace dans ma mémoire comme si c'était arrivé hier. Avant de continuer, si vous vous intéressez aux expériences de mort imminente et au mystère de la conscience humaine, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo et laissez votre like. Votre soutien est fondamental pour que nous puissions continuer à partager ces témoignages extraordinaires. Maintenant, laissez-moi vous raconter mon histoire. Pour comprendre complètement ce qui m'est arrivé, je dois revenir un peu en arrière. J'ai fait des études de droit, puis j'ai étudié la psychanalyse à la Société brésilienne de psychanalyse intégrative. Avant de devenir journaliste, j'avais une boutique de mode. C'est justement grâce à cette expérience que j'ai commencé à travailler comme éditrice de mode dans un journal. J'ai alors décidé de faire Casper Libero et d'obtenir mon diplôme en journalisme, profession qui est devenue ma véritable vocation. Ma vie personnelle avait aussi ses défis. J'ai été fiancée pendant 4 ans avec un mariage prévu. J'ai étudié dans un collège de religieuses, j'avais une vie très traditionnelle. Mais ces fiançailles n'ont pas abouti au mariage. Après cette rupture, j'ai contesté toute cette discipline rigide que j'avais vécue. Je voulais être libre, je ne voulais plus d'engagement sérieux. Je suis devenue une personne complètement différente, une femme libre, sans attache, vivant la vie de manière naturelle et sans culpabilité. Pour moi, rencontrer quelqu'un dans une fête, former un couple et avoir de l'intimité était quelque chose d'absolument naturel. Je n'ai jamais été promiscue, j'ai toujours eu le respect de mes partenaires, mais c'était comme boire de l'eau pour moi. Je n'avais pas besoin de beaucoup, c'était simplement nous avec nous-mêmes. Et le plus important, j'adorais être ainsi. Je n'ai jamais voulu changer ce comportement. Je voulais rester célibataire, libre, sans enfant, sans les liens d'un mariage. Mais nous arrivons au jour qui allait tout changer. C'était une période extrêmement difficile de ma vie. Ma mère était hospitalisée, sur son lit de mort, dans ses derniers jours d'une maladie terminale. Mon père et moi nous relayions pour rester avec elle à l'hôpital de Guarulhos. Ce matin-là, en particulier, avant d'aller au journal, je suis passée au cabinet du médecin gynécologue de l'hôpital. Je connaissais déjà ce médecin parce que mes oncles étaient ses patients depuis de nombreuses années à Tucuruvi. J'ai demandé s'il pouvait poser un DIU, un dispositif intra-utérin. Il a immédiatement accepté. « Pas de problème, on le fait maintenant ?» J'ai dit oui. Il est alors sorti de la salle un moment et est revenu accompagné d'un anesthésiste. J'ai été surprise. « Docteur, mais j'ai déjà posé un DIU plusieurs fois et je n'ai jamais utilisé d'anesthésie. Je n'ai jamais pris d'anesthésie et je ne voudrais pas, » ai-je protesté. Il a insisté. « Yara, en raison du processus émotionnel que vous traversez, en accompagnant votre mère dans ce moment difficile, mais n'ayez aucune crainte. L'anesthésiste a complété avec tranquillité. Vous allez vous réveiller tout de suite. C'est une anesthésie rapide. Dans 15 minutes, vous serez réveillé et pourrez aller directement dans la chambre de votre mère. » Je ne sais pas s'il existe vraiment ce type d'anesthésie si rapide. Je n'ai jamais enquêté à fond parce que je considère qu'il y a eu une immense irresponsabilité de la part de ces 2 professionnels. Mais à l'époque, j'ai fait confiance. J'ai accepté la procédure. Au moment où il a appliqué l'anesthésie, j'ai simplement disparu. Je me suis complètement évanouie. Je ne me souviens pas avoir ressenti quoi que ce soit. Contrairement à d'autres témoignages que j'ai entendus, je ne me suis pas vue flotter au-dessus de mon corps, je n'ai pas observé la salle d'en haut. J'ai simplement perdu connaissance et je suis réapparue ailleurs. Quand j'ai repris conscience, j'étais à l'intérieur d'un tunnel blanc. Mais ce n'était pas un blanc ordinaire, c'était un blanc scintillant, translucide, merveilleux, harmonieux. C'était un endroit incroyablement agréable à voir, mais pas du tout agréable pour moi émotionnellement.
J'étais désespérée. Je me trouvais au milieu de ce tunnel, marchant en avant et en arrière, demandant de l'aide. « Aidez-moi, s'il vous plaît, quelqu'un, aidez-moi, je dois retourner, s'il vous plaît, que quelqu'un règle mon cas. » Tant à ma droite qu'à ma gauche, il y avait des brancards blancs, environ 15 de chaque côté, peut-être 20 ou 30 au total. Au pied de chaque brancard se trouvait un infirmier ou une infirmière, mais tous étaient tournés dos à moi, orientés vers les brancards, s'occupant de ceux qui y étaient allongés. Cela ressemblait à une infirmerie. Personne ne me voyait, personne ne m'entendait, personne ne faisait absolument rien pour moi. Et voici quelque chose de fondamental. Je savais avec une certitude absolue que j'étais morte. Personne ne me l'a dit, je le savais simplement. Je venais d'arriver dans cet endroit. Et tous ceux qui étaient sur les brancards, ils étaient aussi morts, aussi nouvellement arrivés, étant assistés par cette équipe. Mais j'avais une autre certitude, je n'étais pas assistée, parce que j'allais revenir. Cette information était claire dans mon esprit, bien que personne ne l'ait verbalisée. Mais il y avait une condition, il fallait une autorisation. Je sentais que ma décision de vouloir revenir était importante, mais elle n'était pas suffisante. J'avais besoin d'une permission. Ici, je vais partager quelque chose qui peut être difficile à accepter, surtout pour l'équipe médicale qui travaille dur pour réanimer les patients. J'ai eu avec moi une connaissance que même le retour à la vie est décidé là-bas. Quand un médecin réussit à réanimer quelqu'un ici, c'est parce que là-bas, ils ont déjà autorisé ce retour. C'est absolument clair pour moi, même après 34 ans. Je dois clarifier quelque chose de très important. À aucun moment, je n'ai douté qu'il s'agissait d'un rêve. Un rêve est complètement différent. Quand je rêve, j'ai des difficultés à voir les détails clairement. C'était blanc, c'était une maison, c'était quoi? Mais là-bas, tout était absolument clair. C'était ma conscience en pleine activité. J'avais pleine conscience de ce qui se passait. Jusqu'à aujourd'hui, tout ce que j'ai à dire sur cette expérience est aussi vivace que si c'était arrivé hier. Ce n'est pas un souvenir qui s'efface avec le temps, c'est cristallin, permanent, incontestable. Comme le tunnel se rétrécissait, formant un entonnoir, j'ai eu l'impression que si j'arrivais jusqu'au bord de cet entonnoir, je trouverais peut-être un lieu de sortie, parce que j'avais la certitude, j'allais sortir de là. Alors, j'ai commencé à marcher vers la fin du tunnel. C'était fatigant, parce que j'étais désespérée. Je continuais à demander « Aidez-moi, s'il vous plaît, quelqu'un, aidez-moi, je dois retourner. Qui est-ce que j'attends? Que quelqu'un règle mon cas, s'il vous plaît. » Finalement, je suis arrivée à la fin de ce tunnel, à l'entonnoir. Et alors, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Un nouveau tunnel s'est ouvert dans les mêmes conditions, blanc, scintillant, encore plus beau et merveilleux. Mais ce nouveau tunnel était immense, 2 fois plus grand que le premier. Il s'est ouvert devant moi en quelques secondes, surgissant d'une ouverture d'environ 3 mètres pour devenir un tunnel de 30 ou 40 mètres. Il était vide, complètement vide. Personne à l'intérieur. Je me suis arrêtée, j'ai eu une impression très forte. Non, ici je ne peux pas entrer. Quand les gens me demandent au sujet des limites dans les expériences de mort imminente, je réponds « Personne ne m'a dit que j'avais une limite, mais je le savais. C'était une connaissance interne, absolue. Non, ici je ne peux pas entrer. Il vaut mieux que je retourne. Laisse-moi retourner, parce que là-bas il y a des gens qui vont me voir. » Alors, je suis revenue. Je suis revenue dans ce premier tunnel où se trouvaient les personnes. J'ai continué à demander « S'il vous plaît, que quelqu'un m'écoute !» Mais personne ne me regardait, personne ne me voyait, personne ne m'entendait, personne ne faisait absolument rien. Jusqu'à ce que l'un de ces infirmiers me regarde. C'était une infirmière. Elle s'est retournée, m'a regardé directement et a levé la main, comme si elle m'autorisait. À cet instant précis, j'ai senti mon corps entrer dans mon corps. Mais j'étais déjà ailleurs, dans la chambre où ma mère était en train de mourir. Laissez-moi expliquer ce qui s'est passé pendant que j'étais partie. Une infirmière m'avait emmenée du cabinet à une salle d'observation et m'avait placée, encore endormie, sur le lit d'accompagnant. Mais les médecins, tant le gynécologue que l'anesthésiste, étaient déjà partis de leur garde. Ils sont simplement partis.
À ce moment où l'infirmière a quitté la chambre et m'a laissé seule dans le lit, j'ai senti quelque chose d'extraordinaire. Par mes pieds a commencé à entrer une masse extrêmement lourde, comme si 2 tonnes entraient et s'emboîtaient dans mon corps. Cela n'a pas fait mal, ce n'était pas un sacrifice, cela m'a juste effrayée. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est entré en moi? C'était mon corps physique, qui revenait, s'emboîtant parfaitement en moi. Environ 5 minutes après que ce corps soit entré et se soit emboîté, je regardais déjà autour de moi. J'ai vu mon père là. Je suis descendue du lit, un peu somnolente, mais sans aucune douleur, sans aucune gêne. Le corps s'était emboîté parfaitement. Mon père était effrayé. « Mais ma fille, où étais-tu? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Je dois expliquer, je ne lui avais pas dit que j'allais au cabinet gynécologique. Il est resté dans la chambre en pensant que j'étais au journal. Quand je suis partie le matin, vers 9h ou 10h, j'ai dit que j'allais à la rédaction et que je reviendrais vers 18h ou 19h comme toujours. Mais quand l'infirmière m'a emmenée à la chambre, il était 23h30. J'avais disparu pendant plus de 12 heures. J'ai demandé à mon père « Papa, cette infirmière qui m'a amenée ici, qu'est-ce qu'elle t'a dit ?» Il a répondu « Elle m'a dit que tu étais dans la salle d'observation, mais elle ne sait pas depuis quand. » Et voici le plus effrayant. L'équipe d'infirmières du matin, quand les médecins sont partis, est aussi partie. L'équipe de l'après-midi est arrivée et ne savait rien, parce qu'il n'y avait aucune indication médicale sur mon cas dans la salle d'observation. Le médecin n'a laissé absolument aucun registre. Je pense qu'il s'est basé sur ce qu'il m'avait dit, que je me réveillerais en 15 minutes, et il est simplement parti. L'équipe de l'après-midi a vu cette jeune femme, moi, allongée dans la salle d'observation et a dû penser « Mais quel est ce cas ici ?» Comme il n'y avait pas de dossier, pas d'indication, ils m'ont simplement laissé là. L'équipe de nuit est arrivée, m'a vue encore endormie et a demandé « Mais qui est-ce? Quel est ce cas ?» Quelqu'un a répondu qu'il ne savait pas, que l'équipe du matin n'avait rien laissé d'écrit, celle de l'après-midi non plus. Jusqu'à ce que l'un des infirmiers dise « Mais je connais cette jeune femme est la fille de cette dame qui est hospitalisée dans telle chambre. » C'est alors qu'ils m'ont emmenée, encore endormie, dans la chambre de ma mère. Et voici quelque chose qui me fait réfléchir jusqu'à aujourd'hui. Si je suis restée endormie pendant 3 équipes complètes d'infirmières, pourquoi me suis-je réveillée justement quand je suis arrivée dans la chambre? C'était le temps exact pour que l'infirmière me mette dans le lit et réponde aux questions de mon père. Ce timing ne peut pas être une coïncidence. Cette procédure a été faite par gentillesse du médecin. En discutant avec moi, il avait mentionné que mes oncles étaient ses clients à Tukuruvi depuis de nombreuses années. C'était une faveur personnelle, sans registre officiel, sans dossier. L'hôpital ne savait même pas qu'il avait fait cela. Si j'étais vraiment morte, et pour moi je suis morte, qu'aurait-il expliqué? Je pourrais tout documenter si je voulais. Je connais les dates exactes, quand ma mère est morte. Mais cela ne m'a jamais intéressé de le faire, parce que je sais que cela compliquerait la vie de ces professionnels. J'ai probablement eu une réaction anesthésique grave, tant et si bien que dans les 3 chirurgies que j'ai subies ces 10 dernières années, j'avertis toujours les anesthésistes. « S'il vous plaît, docteur, j'ai déjà eu une MEI lors d'une anesthésie. Faites attention. » Et vous savez ce qu'ils me répondent? « Ne vous inquiétez pas, Madame Yara, vous êtes ici dans un hôpital qui a toutes les ressources pour vous ramener. » Mais ils ne savent pas, et je ne peux pas le garantir, mais je crois fermement que la ressource n'est pas à l'hôpital. La ressource est là-bas, au moment où, selon le libre arbitre, la personne qui vit l'expérience veut revenir ou accepte de revenir. Ensuite, elle se réveille ici, basée sur la réanimation. Mais la décision finale est prise là-bas. Il y a un détail que j'ai oublié de mentionner. Quand je suis arrivée dans la chambre de ma mère, je portais une blouse gynécologique, ce vêtement qu'une femme porte sur la chaise gynécologique. Mais quand je suis apparue dans ce tunnel, je portais un vêtement qui n'a jamais été le mien. Je n'ai jamais eu ce vêtement de ma vie. C'était une jupe plissée, qui était même trop grande pour moi, tellement qu'elle était retournée à la taille parce qu'elle était trop large, et une chemise que je n'ai jamais eue non plus. Je me voyais, je me regardais. Ce n'était pas comme être devant un miroir, mais je savais exactement comment j'étais habillée.
Je me voyais normale, marchant normalement. Je ne sentais aucun poids, mais je me sentais normale. Ma vision était normale, je voyais tout clairement. Pendant tout le temps que j'ai passé dans ce tunnel, j'ai eu une compréhension très claire qu'il existait une hiérarchie. J'étais complètement consciente que j'étais morte, que j'avais besoin d'aide pour sortir de là et que cet endroit faisait partie d'une structure hiérarchique beaucoup plus grande. J'étais proche des subalternes, ceux qui font partie de la base de la pyramide. Ceux que je voyais, qui étaient autour de moi, étaient ceux qui servent à la base. Mais cette pyramide hiérarchique est faite d'esprits qui sont bien au-delà de nous, bien au-delà des plus grands sages et scientifiques de notre plan. Peut-être qu'ils n'atteignent même pas le milieu de la pyramide. Il y a des gens hiérarchiquement à d'autres positions, des positions immenses que nous connaîtrons un jour. Peut-être que le sommet de la pyramide est Dieu, mais Dieu et nous sommes une seule chose. Dieu et nous sommes la pyramide. J'étais à la base de la pyramide. Pour moi, c'est absolument clair. Quand on me demande si j'étais dans une autre dimension, je réponds avec une certitude absolue, oui, avec certitude. Je n'ai jamais vu de ma vie, dans des voyages ou dans des films, un tunnel comme celui-là. C'est incroyablement d'une autre dimension. Et quand ce deuxième tunnel immense s'est ouvert devant moi, c'était le moment le plus choquant que j'ai eu. Voir ce tunnel dont je pensais être arrivé au bout s'ouvrir en un nouveau et immense tunnel, là j'ai vu des choses incroyables, des choses d'un pouvoir impossible à se produire dans notre réalité. Personne ne m'a parlé directement. Je n'ai pas entendu de voix, mais j'étais informée tout le temps. C'était comme si les informations arrivaient directement à ma conscience. Je savais que les personnes sur les brancards étaient des morts nouvellement arrivés. Personne ne me l'a dit, mais j'avais une certitude absolue. Je savais que j'étais morte, mais que j'allais revenir. Je savais que j'attendais juste une autorisation. Et dans ces informations que je recevais, j'ai eu l'impression que cette femme qui a levé la main pour moi disait « Yara, tu n'es pas censée être ici. Quand tu seras là-bas et que tu auras l'opportunité, diffuse, parle d'ici. » Mais je n'ai jamais parlé. J'ai très peu parlé de ce tunnel pendant ces 34 ans parce que je n'ai pas compris qu'il fallait en parler dès mon arrivée. Maintenant que je remue tout cela, je réalise que j'aurais peut-être dû en parler bien avant. Mais il y a toujours du temps. Je pensais que quand quelqu'un me poserait la question, j'en parlerais. Mais vous savez combien de fois quelqu'un m'a posé cette question? Jamais. Jamais personne ne m'a demandé parce que je n'ai jamais dit que j'avais eu une MIE, sauf quand je suis hospitalisée et que j'avertis l'anesthésiste. Et vous savez ce qu'ils me disent? Vous pouvez être tranquille parce que j'ai toutes les ressources pour vous ramener. Et puis, ce n'est pas la mort. Vous savez que c'est le produit des médicaments que vous avez pris dans l'anesthésie. Et je me tais. Parce que si je leur raconte ce que j'ai vécu et la certitude absolue que j'ai, ils vont rire. Ils croient que c'est un effet de l'anesthésie, mais je sais que ce n'est pas le cas. Pendant longtemps, ce visage est resté avec moi. Quand j'ai vu cette infirmière lever la main, j'ai vu son visage avec une netteté absolue, comme je vous vois maintenant. Et j'ai pensé, je connais cette femme. Mais qui est-ce? Sur le moment, rien ne m'est venu à l'esprit. Pendant 34 ans, je n'ai jamais pu identifier qui c'était. Jusqu'à récemment où j'ai pensé, je sais qui est cette femme. J'ai résolu l'énigme. Cette femme, je ne l'ai pas connue personnellement. Je l'ai connue par la télévision. C'était une religieuse de la Santa Casa de Misericordia de Sao Paulo et amie de mon père. Mon père avait une voiture rurale Willys et avait l'habitude d'emmener cette religieuse et d'autres à São José, où elles avaient un autre collège. Il disait « Ah, j'ai un rendez-vous avec Sœur Martha ». Elle s'appelait Sœur Martha. Elle est déjà décédée. Je n'ai jamais été présentée personnellement à Sœur Martha. Je l'ai connue par la télévision lors d'une interview. Mon père était à mes côtés en train de regarder et a dit « C'est Sœur Martha ». C'est alors que j'ai vu son visage pour la première fois. C'est pourquoi, là-bas dans ce tunnel, quand j'ai vu ce visage, j'ai pensé « Je connais cette femme », mais je ne savais pas d'où. Par coïncidence ou pas, c'est elle qui m'a aidé. Ou peut-être a-t-elle perçu un lien, reconnu que j'étais la fille d'un homme qui était son ami. Après cette expérience, j'ai complètement changé. Mais je n'ai rien associé à l'EMI pendant toutes ces années. Ce n'est que maintenant, en écoutant d'autres témoignages et en remuant tout cela, que j'ai pensé « Ai-je changé ?» Et ça a fait tilt. J'ai vraiment changé. Vous vous souvenez de comment j'étais? Cette personne libre qui ne voulait pas d'engagement, qui trouvait absolument naturel d'avoir de l'intimité sans engagement, qui voulait rester célibataire pour toujours?
Après l'EMI, j'ai complètement perdu cette naturalité. Et le plus intéressant, c'est que quand c'était naturel pour moi, je n'ai jamais voulu changer. Ce n'était pas un comportement que je critiquais en moi-même. Je ne pensais jamais « Mon Dieu, je dois changer, je dois être plus prudente ». Non, je trouvais super correct de vivre de cette façon. J'aimais être ainsi, c'était bien d'être comme ça. Mais j'ai changé. Je ne perçois pas exactement comment, mais cette naturalité de faire n'importe quoi avec n'importe qui, quoi qu'il arrive, cela ne m'est plus jamais arrivé. J'ai commencé à avoir beaucoup plus de prudence. Je trouvais même étrange parce que parfois je pensais « Mais pourquoi ai-je perdu cette naturalité ?» Je voulais retrouver cette façon d'être. Je n'y suis jamais parvenue. J'ai vécu 34 ans avec cette nouvelle expérience, ayant perdu ma naturalité précédente. Non pas que je sois devenue une personne qui ne faisait plus rien, ce n'était pas ça, mais je cherchais quelque chose de différent maintenant. Un mariage, des enfants, des choses qui ne m'avaient jamais traversé l'esprit, parce que je voulais vraiment rester célibataire, être libre. J'avais été fiancée pendant 4 ans et je trouvais tout cela très lourd. Mais à partir de ce changement de comportement, je percevais que je voulais un partenaire constant. Je voulais avoir des enfants. Et je ne voulais plus aller aux fêtes, même en étant chroniqueuse mondaine dans l'un des journaux où je travaillais. Je voulais lire, je voulais rester tranquille, comme je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis extrêmement heureuse. J'échange n'importe quelle invitation que je reçois contre un bon livre qui me tombe entre les mains. C'est mon choix maintenant, mais j'ai 68 ans. À l'époque du changement, je n'avais que 34 ans. J'étais très jeune pour cette transformation radicale. Si je pouvais donner un message à ceux qui écoutent mon témoignage, ce serait celui-ci. J'ai connu la mort. Et la mort personnelle n'existe pas. J'étais là-bas avec mon corps, pas un corps physique dense, mais j'étais la Yara que j'ai toujours été. J'ai été aidée de manière comme j'ai déjà été aidée sur Terre aussi, mais d'une façon très différente. Cette aide que j'ai obtenue à l'intérieur de ce tunnel a été fondamentale pour mon retour. Je veux que vous sachiez, je n'ai aucune peur de la mort. Avant, j'en avais, oui. Je pensais que je ne voulais mourir en aucun cas, parce que c'était très étrange pour moi. Je ne pouvais pas comprendre ce qu'était la mort. Aujourd'hui, je comprends parfaitement. La mort est la chose la plus belle. Dans les témoignages de ceux qui ont été dans d'autres dépendances de cet endroit où j'étais, cet endroit qui est entouré d'autres zones que je n'ai pas eu l'opportunité de voir, il y a des descriptions de jardins, de fleurs, de communautés, de groupes de personnes. Je crois en tout ce que j'ai entendu dans ces témoignages. Je perçois que ces personnes ne racontent pas un rêve qu'elles ont eu, elles racontent ce que je vous raconte maintenant. C'est ce que j'ai vécu. J'ai vécu et je n'ai oublié aucun détail. C'est complètement clair pour moi, même après 34 ans. Et je vous laisse cette connaissance. La mort n'existe pas. Pas de la façon dont nous l'imaginons. Ce qui existe, c'est une continuité, une transformation, un passage vers une autre dimension où nous sommes accueillis, où il existe une hiérarchie, une organisation, des soins. N'ayez pas peur. La mort n'est qu'une porte qui s'ouvre vers quelque chose de plus grand, quelque chose de merveilleux que nous ne comprenons pas encore totalement, mais que nous connaîtrons tous un jour. Si vous avez vécu une expérience de mort imminente et que vous aimeriez partager votre histoire, contactez-nous. Ces expériences sont une nouvelle frontière de la connaissance humaine et ensemble, nous pouvons la franchir. Merci de m'avoir écouté attentivement. Que mon témoignage apporte paix et compréhension à vos cœurs.